Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc deuxième vidéo de la journée, on va parler exclusivement de cette thématique dans cette vidéo, à savoir les 3 évolutions de la blockchain selon monsieur Vitalik Buterin, essentiellement concernant Ethereum, vu que c'est ça sa chaîne, mais on va voir que c'est quand même des idées qui peuvent s'appliquer de façon plus globale et qui sont intéressantes. Donc voilà, article du journal du coin, on les remercie parce que c'est un travail de bonne qualité, et on va voir tout ça ensemble. Le but ici va être d'être assez concis, on va essayer de faire une vidéo plus rapide que celle d'hier qui a duré 30 minutes, c'était clairement excessif. Donc là on va aller plus vite. En introduction, la coûte abstraction sur les layers 2, donc Monsieur Buterin partage fréquemment ses réflexions sur l'écosystème Ethereum, ok, et il a présenté 3 évolutions majeures qu'Ethereum devra traverser pour devenir une technologie majeure. C'est quand même intéressant, c'est bien d'avoir ces informations-là, à mon avis. Et donc, il a mis en avant notamment l'usage des Layer 2 et des Smart Contract Wallet. On va bien évidemment parler de tout ça. Du coup, numéro 1, les Layer 2 et l'Account Abstraction. D'abord, qu'est-ce que c'est un Layer 2 ? Un Layer 2, on le sait, c'est une chaîne de seconde couche. Normalement, si vous avez regardé quelques-unes de mes vidéos, notamment la première sur Matic, mais aussi sur Arbitrum, vous avez quand même une bonne idée de ce que c'est, et si vous êtes dans les cryptos depuis quelques temps, je pars du principe que vous savez ce que c'est. Pour faire simple, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une seconde blockchain qui va évoluer en rapport avec la première, donc la layer 1, c'est Ethereum, la première couche c'est Ethereum, et au-dessus, on a une autre blockchain sur laquelle d'autres calculs, d'autres transactions vont être faites, d'autres interactions vont être faites, et qui va permettre en fait de faire plus de transactions, d'aller plus vite et de réduire les coûts. Donc les solutions de layer 2 pour Ethereum, il y en a pas mal. Ici, on nous cite Arbitrum, Optimism et Starknet. Je pense qu'il faudrait quand même pas oublier Matic, qui est quand même encore dans le top 15 des plus grosses capitalisations. Alors, il a bien baissé, il était quand même top 10 avant. Mais voilà, Polygon Matic est quand même là, quand même, grosse layer 2. Alors, tant qu'on parle de ça, on va aller regarder 2-3 chiffres. C'est quand même intéressant d'avoir une idée de ce qui se passe actuellement. En termes de TVL, par exemple, donc la total value lock, la valeur totale bloquée sur les chains. On voit que Ethereum, bien évidemment, c'est le plus gros, 8 milliards et demi, vous le voyez ici, donc c'est considérable. Et le second, c'est Arbitrum, c'est pas Matic. Vous voyez qu'en quelques temps, Arbitrum a quand même pris une sacrée place, c'est 1,3 milliard, alors que Polygon, c'est moins de 500 millions. C'est intéressant, Vous voyez, il y a quand même un facteur 3 ici, Polygon, c'est 3 fois moins en TVL que Arbitrum. Et ensuite vient Optimism qui se rapproche d'un Polygon du coup autour de 300 millions. Donc ça c'est intéressant de voir à quel point Arbitrum a pris de la place. Moi je suis pas en train de regarder bon, c'est pas quelque chose que j'avais anticipé, c'est pas quelque chose que je pensais en fait. Je pensais pas qu'Arbitrum était aussi imposant en termes de TVL. Et on voit aussi au niveau des volumes, vous le voyez ici, c'est 2 milliards 7 quand même en 7 jours, 10 milliards pour Ethereum, donc Ethereum c'est toujours 4 fois plus. Donc c'est à peu près proportionnel au final si on regarde les chiffres. Et Polygon c'est 1 million. Donc en termes de volume, il se passe quand même beaucoup plus de choses ici, vous voyez, au niveau de Polygon, mais ça reste inférieur largement à Arbitrum. Donc voilà, il faut quand même pas oublier ça. Je suis toujours à penser, et beaucoup pensent que Matic c'est le plus gros layer 2, etc., et qu'il est vraiment super important parce qu'en fait il a une grosse capitalisation et qu'il y a beaucoup de travaux dessus et qu'on entend souvent parler et qu'en fait on l'aime bien. Mais il ne faut pas négliger les autres, et d'ailleurs Arbitrum, du coup, c'est à souligner, prend une place importante. Parenthèse fermée. Donc le but, on l'a expliqué des Layer 2, c'est d'améliorer les performances de la blockchain sous-jacente, donc à savoir ici d'Ethereum, et donc concrètement Arbitrum, Optimism ou Matic permettent d'aller plus vite, de faire plus de transactions plus rapidement et que ça coûte moins cher. Donc les solutions sont au cœur du développement d'Ethereum, évidemment, et c'est cool de savoir qu'Ethereum travaille avec eux en fait, et que ce ne soit pas des choses parallèles. Et du coup, il y a une feuille de route qui a été mise en place, déjà ça fait un certain temps. Donc on va pas regarder tout l'article parce que sinon on va largement excéder le temps de vidéo que je voudrais mettre en place. Du coup, on reparlera de ça plus en détail, mais sachez qu'on a eu The Merge, avec notamment le passage en Proof of Stake, donc ça c'était l'an dernier, et dans l'étape 2, donc il y a 5 étapes en tout, l'étape 2, c'est The Surge, et dans The Surge, le but est d'améliorer les performances, d'atteindre jusqu'à 100 000 transactions par seconde pour les secondes couches, les réseaux de seconde couche, donc les fameuses Layer 2, Arbitrum, etc., les fameux roll-ups. Et du coup, c'est vraiment dans cette phase-là qu'on est. Vous voyez, ça entre dans la stratégie de développement d'Ethereum, de faire en sorte que les Layer 2 soient performantes. Donc c'est vrai que quand on se posait la question du est-ce que les Layer 2 seront toujours utiles quand Ethereum aura fait toutes ces mises à jour, et bien la réponse est oui. Vous le voyez là dans la feuille de route en fait, et dans le développement qui est proposé. Ethereum
va développer ses fonctionnalités et va grandir avec ces layers 2. En tout cas, c'est ce qu'on comprend ici. Maintenant qu'on a parlé des layers 2, il faut parler de l'abstraction de compte. Donc du coup, c'est quoi? C'est un concept qui vise à rendre les comptes plus flexibles. C'est-à-dire qu'on va en fait passer à des protocoles qui seront des smart contract wallets. Donc en fait, ça va être un wallet qui va prendre la forme d'un smart contract déployé sur une blockchain. Donc qu'est-ce que ça change concrètement? En fait, l'idée c'est d'avoir une offre diverse de certaines fonctionnalités plus avancées. Et donc, on va pouvoir faire des choses qui n'étaient pas possibles auparavant, qui d'ailleurs ne sont pas possibles pour le moment. C'est-à-dire, on va pouvoir par exemple récupérer des clés. Ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Vous perdez votre clé privée, vous perdez votre accès à votre wallet, c'est comme ça. On va pouvoir faire des transactions qui seront programmées. Donc ça, on commence à avoir des choses qui ressemblent à ça, mais vous voyez, c'est intéressant. On va pouvoir limiter les dépenses quotidiennes. Donc là, vous voyez de quoi je parle là? Là, on parle vraiment de cas d'usage pour les utilisateurs en général. En fait, on est sur des choses qui ressemblent vaguement à ce que peut proposer un échangeur centralisé. Ou en fait, si on va un peu plus loin, à ce que peut proposer une banque ou un institutionnel. Vous voyez, des services comme ça, où au final, on va limiter la problématique de l'autonomie. On va venir compenser en fait les problématiques liées intrinsèquement à la blockchain, c'est-à-dire le fait qu'il faut se débrouiller et que du coup on n'a pas d'assurance, et que si vous perdez votre clé privée, que si vous faites pas bien vos dépenses, bah, c'est votre problème. Mais en fait, on va venir en fait compenser ces problématiques-là. Pourquoi? Pour attirer plus de monde, tout simplement. Pour que en fait, Monsieur Tout le Monde qui a pas envie de se casser les pieds avec ces fonctionnalités-là parce qu'elles sont compliquées, et ben en fait, enfin avec les fonctionnalités de la blockchain, soit en fait satisfait et puisse en fait utiliser les techno blockchain de par en fait ces fonctionnalités-là. Donc c'est super super important pour l'adoption de façon générale. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est de permettre une abstraction totale de la notion de seed phrase. Donc ça, ok, c'est encore plus poussé. Et du coup, les smart contract wallets vont permettre, enfin, ils ne permettent pas par contre de garder une seule adresse. Vous voyez, ça c'est un point qui est quand même assez important. Donc contrairement aux adresses possédées par les utilisateurs externes, comme par exemple sur MetaMask, un smart contract wallet ne vit que sur la chaîne où il a été déployé. Et donc ça, c'est un gros point négatif. C'est un gros problème. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur chaque blockchain, vous devez avoir un smart contract wallet différent. Là où en fait MetaMask va permettre de centraliser un petit peu toutes vos activités dans tout ce qui est finance décentralisée, bah, le smart contract wallet ne peut pas le faire. Parce qu'il est sur sa blockchain à lui. Donc il est soit sur Polygon, il est soit sur Arbitrum, il est soit sur la BNB Chain, etc., etc. Et à chaque fois, il en faut un autre. Du coup, c'est difficile d'avoir une seule adresse de layer 1 sur les différents layers 2. Bah oui, évidemment, c'est évident. Enfin, je pense que la conséquence est évidente. Et donc ça rend compliqué tout ce qui est communication entre les différents layers 2. Donc ça, c'est un des gros points problématiques pour le moment. Et du coup, la conséquence, c'est que on a un gros défi au niveau de la lecture du coup entre les layers 2. On va voir du coup, comme on l'a émis, la problématique des smart contract wallets. Donc concrètement, vu que les portefeuilles sont hébergés sur une chaîne donnée, on a du mal à communiquer, c'est ce qu'on vient de dire. Donc ils sont limités dans la capacité d'accéder à des informations sur les autres chaînes, et en plus, les smart contracts ne peuvent pas accéder aux informations disponibles sur d'autres blockchains. Voilà, bon, on se répète, on va pas aller plus loin dans l'explication, ça fait 3 fois qu'on le dit. Donc de surcroît, chaque layer 2 a sa propre manière de gérer les transactions de données. Donc ce qui fait qu'en fait, non seulement on n'arrive pas à communiquer entre chaînes, mais en plus, il faut trouver un fonctionnement qui permet d'aller parler dans le langage de la chaîne à chaque fois. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et nous, on nous dit du coup, par exemple, si vous avez des fonds sur un smart contract wallet d'une layer 2, pour le moment, on ne sait pas en fait comment faire pour qu'une layer 2 autre ou que votre portefeuille sur la layer 1 sache combien vous avez dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait transférer d'informations de ce genre-là. Et pour le moment, du coup, c'est problématique, c'est très limitant. Donc il ne s'agit pas seulement de permettre au smart contract wallet de voir sur plusieurs chaînes, mais aussi de faciliter les transactions. C'est-à-dire qu'on veut les deux choses. C'est-à-dire qu'on veut que un smart contract wallet, par exemple sur Ethereum, il soit capable d'aller voir sur Arbitrum combien j'ai d'argent, et aussi de lui dire de faire des transferts. Et de même pour Matic, et de même pour, par exemple, Optimism. Donc qu'est-ce que ce serait la solution à ça? Et bien, Monsieur Buterin, il a trouvé une nouvelle architecture, en tout cas il a pensé une nouvelle architecture, bon, je pense qu'elle n'est pas en place, et l'idée ça va être de permettre justement de répondre à ces questions-là, donc d'être capable de lire et d'interagir avec les layers 2. Donc il y a deux nouveaux concepts, le contrat de trousseau de clés et le contrat de portefeuille. Donc ce qu'on voit sur le graphique, c'est quoi? Il y a un monsieur qui s'appelle Bob, il a 3 adresses, ok? 1, 2, 3, donc on suppose que c'est 3 layers différentes. Par exemple, Matic
Arbitrum, Optimism. Et en fait, il va y avoir un contrat spécifique, ici, du coup, le contrat de trousseau de clés, qui va avoir l'ensemble, enfin, qui, vous voyez, centralise un peu les informations des 3 adresses. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne comme explication? Le contrat de trousseau de clés va permettre de stocker les clés de vérification, ou plutôt la clé de vérification des différents portefeuilles d'un utilisateur. Donc le trousseau de clés, il stocke, et le contrat de portefeuille, lui, il permet de lire les informations, que ce soit sur des layers 1 ou des layers 2, et ce de façon cross-chain, pour obtenir du coup la clé de vérification qu'on obtient ici. Pour faire simple, ça veut dire que le portefeuille pourrait être capable d'interagir avec les actifs sur différentes layers 2 sans avoir à changer constamment du coup de RPC, donc concrètement de chaîne, ou à effectuer d'autres manipulations techniques. Enfin, pas de chaîne, mais de wallet, vous l'aurez compris. C'est-à-dire qu'en gros, un wallet va permettre d'aller voir sur toutes les chaînes ce qui se passe. C'est ça la solution au problème qu'on a évoqué avant. Donc les avantages, évidemment, ça va être une meilleure intégration entre les différentes solutions de layer 2. Oui, on le comprend, si on peut lire et interagir, c'est beaucoup mieux. Et du coup, on va pouvoir rendre l'utilisation de la blockchain plus abordable pour un peu tout le monde, c'est-à-dire les utilisateurs novices, les nouveaux arrivants, et on va aussi pouvoir favoriser en fait leur apprentissage, leur compréhension de la chose et surtout leur utilisation, parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses manipulations techniques. On va juste utiliser les 2 smart contracts ici. Et donc, ça devrait aussi améliorer la sécurité des fonds. Donc ça, à voir. Est-ce que cette solution-là est plus sécurisée que d'avoir les 3 différentes? Je sais pas. Je me pose la question, en tout cas, c'est ce qui est mis en avant ici. C'est pas argumenté. Honnêtement, je n'ai pas d'avis pour le moment. Par contre, ça va être compliqué à mettre en place. On nous dit notamment que chaque layer 2 a sa propre façon de gérer ses données et ses transactions. C'est ce qu'on a vu. C'est normal, hein, c'est des projets qui sont indépendants, qui ne communiquent pas entre eux, qui n'évoluent pas ensemble. En fait, ils sont même plutôt, je pense, en concurrence. Donc, dans l'immédiat, effectivement, ils ont chacun leur façon de faire. Et donc, la communication entre les différentes layers 2, elle est difficile. Et il n'y a pas de standard. Et en fait, il est là le mot important. Vous le voyez ici d'ailleurs. L'une des évolutions, une des directions qu'il faut prendre pour évoluer, c'est la standardisation d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre de façons de faire, d'un certain nombre de façons de gérer les protocoles. Donc on nous dit donc, la transition vers les smart contracts nécessite des changements profonds, effectivement, dans les applications et les wallets, ce qui requiert une importante coordination. Et donc là, c'est un autre point qui va être très compliqué parce qu'en fait, les projets blockchain, ils sont internationaux. On a par exemple Matic, c'est des projets qui sont indiens. Est-ce qu'ils vont aller communiquer avec les équipes de Arbitrum ou d'Optimism pour améliorer tout ça et pour faire en sorte que ça fonctionne? Mais il faut quand même leur montrer, pour arriver à ça, et ça va être peut-être le rôle du coup d'Ethereum, de montrer qu'ils ont intérêt, qu'ils vont bénéficier de cette situation-là, de communication et de partage d'informations et d'évolution ensemble. Donc c'est pas du tout dit, c'est pas du tout fait. Mais en tout cas, je trouve que c'était un article très intéressant. Donc j'espère que ça vous a intéressé aussi. N'hésitez pas à me dire si ce type de format vous plaît. En tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cet article. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.